Cette Peugeot 205 est une cause perdue. Elle a déjà humilié plus de 40 mécaniciens, a dit l'entrepreneur en souriant, tandis que tous la regardaient, seul au milieu de l'exposition, les mains tremblantes de graisse et de pression. La jeune mécanicienne a entendu des rires et des chuchotements derrière son dos. Malgré tout, elle a levé la tête et a répondu fermement « Si cette voiture n'a jamais fonctionné, il y a une raison, et je la trouverai. » Avant de continuer, dites-nous votre âge et quel a été le premier véhicule que vous avez conduit. Je vais vous raconter l'histoire d'Alice Garnier, une mécanicienne de 26 ans qui vivait et respirait les voitures anciennes françaises. Vous savez, ce genre de personne qui, enfant, démontait déjà ses jouets juste pour comprendre comment ils fonctionnaient. Eh bien, c'était elle. Alice travaillait chez Reliques Motorisées, un atelier spécialisé dans la restauration automobile à Reims, dans la Marne, et avait un talent particulier pour comprendre ces voitures nationales des années 80 et 90. La 205, la Clio, la Golf, la R21, l'Escorte. Chaque courbe de carrosserie, chaque rugissement de moteur, chaque fil du faisceau électrique, elle les connaissait comme de vieux amis. Cette femme avait obtenu son diplôme de technicienne en mécanique de l'Université de technologie de Troyes et avait suivi une spécialisation en systèmes électriques automobiles à l'AFPA de Reims. Pendant 5 années complètes, elle s'était consacrée à maîtriser les particularités de ces véhicules qui avaient marqué leur époque en France. Mais Alice gardait un rêve au fond d'elle, le genre de rêve si puissant qu'il en était douloureux. Travailler au musée historique de l'automobile de Lyon. Vous connaissez? C'est une magnifique institution, une référence nationale dans la préservation de la mémoire automobile française. Un lieu où chaque voiture raconte une histoire, où le passé sur roue prend vie. 3 fois, Alice avait tenté le processus de sélection du musée. 3 fois, elle avait été recalée à l'étape pratique. Et ce n'était pas par manque de connaissances, non, monsieur, quand venait l'heure de l'évaluation. Avec tous ses regards, jugeant chacun de ses mouvements, ses mains commençaient à trembler et son raisonnement se bloquait. C'était comme si toutes ses connaissances s'évaporaient sous la pression. La frustration était immense, une douleur silencieuse qu'elle portait en continuant de travailler dans l'atelier sous-traitant, réparant, restaurant, mais toujours en rêvant de cette opportunité qui semblait de plus en plus lointaine. C'est un lundi matin que tout a changé. Gaston Duval, le propriétaire des Reliques Motorisées, a réuni toute l'équipe dans l'atelier avec une proposition qui semblait trop belle pour être vraie. Il avait reçu un contrat pour restaurer une Peugeot 205 bleue de 1989. Pas n'importe quelle 205, mais un véhicule avec une histoire qui aurait appartenu au célèbre animateur radio Antoine Dubois. La voiture était exposée dans une collection privée appelée « Mémoire sur roue » à Clermont-Ferrand et était considérée comme une pièce irrécupérable de valeur historique. « Écoutez les gars, dit Gaston, le contrat vaut 38 000 €, mais il y a une clause étrange. Si nous échouons après 3 tentatives, nous payons une amende de 15 000 € et nous ne pourrons plus jamais travailler sur ce véhicule. C'est risqué, mais l'argent est bon. » Alice a senti un frisson dans le ventre. Une 205, moteur 1.0, l'essence de l'ingénierie populaire française des années 80. Elle adorait ces voitures, connaissait chaque détail, chaque secret de ce moteur indestructible de 50 chevaux qui a fait rouler des millions de Français. Gaston a emmené son équipe senior à Clermont-Ferrand. 3 mécaniciens avec plus de 20 ans d'expérience chacun. Alice est venue en tant qu'assistante, transportant des outils, prenant des notes, observant tout avec cette attention méticuleuse qui était sa marque de fabrique. Quand ils sont arrivés à Mémoire sur roue, ils ont été impressionnés. C'était une grande exposition automobile, bien agencée, avec des dizaines de véhicules classiques parfaitement organisés. Mais la Peugeot 205 bleu ciel avait une place d'honneur. Elle était sous un dôme en acrylique dans la salle principale, entourée de plaques racontant son histoire. 2 Volkswagen Peugeot 205 CL, 1989, moteur 1.0 50 CV, couleur bleu ciel, ayant appartenu à l'illustre animateur radio Antoine Dubois.
voix emblématique des matinales auvergnates entre 1985 et 2001. Ce véhicule a parcouru plus de 380 000 kilomètres, transportant quotidiennement Antoine au studio de radio. Après son décès en 2001, la voiture a été conservée par la famille et donnée à cette exposition en 2013. La plaque continuait. Malgré de multiples tentatives de restauration par des mécaniciens spécialisés de toute la France, le moteur reste mystérieusement inopérant. Nous l'exposons comme un témoignage qu'il y a des voitures dont l'esprit décide simplement de se reposer. Alice a lu cela et a ressenti quelque chose d'étrange, une pointe de méfiance qu'elle ne pouvait expliquer. Le récit était poétique, émouvant même, mais quelque chose clochait. Elle a observé que les visiteurs payaient 45 € par entrée pour voir cette voiture légendaire qui avait vaincu les meilleurs mécaniciens du pays. Jean-Paul Lefebvre, le propriétaire de l'exposition, les a accueillis avec un large sourire et une poignée de main ferme. Un homme de 54 ans, bien habillé, cheveux grisonnants, coiffé au gel, une voix professorale de celle qui impose le respect. Il avait construit cette exposition au long de 15 ans et était clairement fier de chaque pièce, mais la 205 bleue était différente. Quand il en parlait, les yeux de Jean-Paul brillaient d'une manière spéciale, comme si cette voiture était plus qu'une simple attraction. C'était le cœur de son entreprise. « Soyez les bienvenus », dit Jean-Paul avec cette cordialité étudiée de celui qui a l'habitude du public. Ici, c'est une légende. 47 mécaniciens ont déjà essayé. Certains des meilleurs de la région. Aucun n'a réussi. Je crois que vous aussi, vous allez rencontrer le même mystère que tous les autres. Pendant 2 jours entiers, l'équipe de Gaston a travaillé sur cette 205. Ils ont démonté les caches culbuteurs, testé la compression des cylindres, vérifié le système d'allumage, point par point, analysé l'alimentation en carburant, mesuré les résistances électriques, vérifié le calage de la distribution. Alice restait là, à côté, observant, notant, mesurant elle aussi, sentant ce moteur du bout des doigts. Et vous savez ce qu'ils ont découvert ? Rien, absolument rien qui puisse expliquer pourquoi ce moteur ne fonctionnait pas. Techniquement, tout était là. Compression dans les cylindres, étincelles aux bougies, carburant arrivant aux injecteurs, courroie de distribution calée. Le moteur tournait au démarrage, faisait ce bruit caractéristique du 1.0, essayant de prendre, mais il ne démarrait tout simplement pas. C'était comme s'il manquait quelque chose d'invisible, un ingrédient secret que personne ne parvenait à identifier. À la fin du 2e jour, Gaston a réuni l'équipe sur le parking de l'exposition. La frustration se lisait sur le visage de chacun d'eux. « Les gars, ça ne va pas. Il y a quelque chose qui cloche dans cette voiture que nous n'arrivons pas à voir. Je vais refuser le contrat. C'est trop risqué. Et je ne vais pas risquer 15 000 € d'amende pour quelque chose que je ne comprends pas. » Mais Alice est restée silencieuse, pensive. Cette nuit-là, elle n'a pas réussi à dormir. Elle a repassé dans sa tête chaque détail de la 205, chaque mesure qu'elle avait prise, chaque son lorsqu'ils essayaient de la démarrer. Il y avait quelque chose, elle le savait, une réponse cachée que personne n'avait encore trouvée. Et plus elle y pensait, plus une certitude grandissait en elle. Elle devait essayer seule, sans la pression de l'équipe, sans la précipitation du contrat commercial. Le lendemain matin, Alice a cherché Gaston avant qu'il n'appelle Jean-Paul pour refuser le travail. « Gaston, laissez-moi essayer. Je veux utiliser mes congés pour travailler seul sur cette 205 sans impliquer l'entreprise. Si j'échoue, le préjudice ne sera que le mien. » Gaston l'a regardé avec cette expression de celui qui ne sait pas s'il doit admirer son courage ou déplorer son entêtement. « Alice, tu es une excellente mécanicienne, mais cette voiture, ma chère, nous n'y sommes pas arrivés. 3 gars avec 20 ans d'expérience, chacun n'ont pas réussi. Pourquoi penses-tu que tu y arriveras seul ? » « Je ne sais pas si j'y arriverai, » a répondu Alice avec honnêteté, « mais je dois essayer. Cette voiture m'appelle, Gaston. Je sais que cela peut paraître fou, mais il y a quelque chose là que je dois comprendre. » Gaston a soupiré, a secoué la tête, mais au fond, il respectait cette détermination.
D'accord, mais c'est à tes risques et périls, d'accord? L'entreprise ne s'implique pas, et fais attention à ce Jean-Paul. Le type est futé. C'est ainsi que, un lundi matin, Alice est arrivée à Mémoire sur roue, portant sa boîte à outils, son multimètre numérique et les schémas électriques originaux de la 205 1.0 qu'elle avait trouvés sur des forums spécialisés sur Internet. Le cœur lui battait fort, un mélange d'anxiété et de détermination. Jean-Paul l'a reçu avec le même sourire, mais cette fois, il y avait quelque chose de différent dans son regard, une sorte de condescendance paternaliste qu'Alice a immédiatement reconnue. C'était le regard de celui qui ne prend pas la personne au sérieux. « Alice, Alice !» dit-il, secouant la tête lentement. « Écoute, je vais être honnête avec toi. 47 mécaniciens sont venus ici ces 10 dernières années. Des gens expérimentés, des gens avec un nom sur le marché. Aucun n'a réussi. Je sais que tu es dévoué. J'ai vu ton travail ces derniers jours, mais je ne veux pas que tu perdes ton temps. Tu sais quoi? Je te paie 2500 € maintenant. Tu retournes à Reims et tu oublies cette voiture. Elle est mieux ainsi. Elle a une valeur historique justement parce qu'elle est irrécupérable. » Ces mots ont fait plus mal qu'Alice ne l'avait imaginé. Ce n'était pas seulement l'offre d'argent pour abandonner, c'était le message sous-jacent. « Tu n'y arriveras pas, alors n'essaie même pas. » Mais elle a respiré profondément et a répondu avec une éducation qu'elle ne ressentait pas. « Merci de votre préoccupation, monsieur Jean-Paul. Mais je veux au moins essayer de comprendre le problème. Je n'ai pas besoin du paiement, seulement de la permission de travailler. » Jean-Paul a soupiré comme s'il avait affaire à une enfant têtue. Puis, ses yeux ont brillé d'une idée qu'il a clairement jugée géniale. À cet instant précis, un bus de tourisme arrivait sur le parking. 50 étudiants en génie mécanique de l'université Clermont-Auvergne descendaient pour une visite technique de l'exposition. Et c'est là, mes chers amis, que la situation d'Alice est passée de difficile à humiliante. Jean-Paul Lefebvre a pris le microphone sans fil qu'il utilisait pour narrer les visites de l'exposition et a rassemblé les 50 étudiants en ingénierie autour de la 205 bleue. Sa voix a résonné dans le hall avec ce ton professoral qui faisait tout ressembler à un grand cours pratique. « Mesdames et messieurs, » a annoncé Jean-Paul avec un enthousiasme théâtral, « aujourd'hui, vous aurez un privilège éducatif unique. Cette jeune mécanicienne, Alice, ici présente, va tenter en direct ce que 47 professionnels spécialisés ont essayé en vain ces 10 dernières années, faire fonctionner ce moteur légendaire. » Alice a senti le sang se glacer dans ses veines. Ce n'était pas ce qu'elle avait convenu. Elle voulait travailler en paix, avec concentration, sans pression. Mais Jean-Paul était déjà en mode présentateur complet, gesticulant largement, commandant aux employés de positionner les étudiants et installer des caméras spéciales, un chronomètre numérique et un système de sonorisation pour que chacun puisse suivre chaque détail, a poursuivi Jean-Paul, désignant des équipements qu'Alice n'avait même pas remarqués en cours d'installation. Ce sera une expérience éducative fantastique. Vous verrez en pratique pourquoi certains défis techniques de l'ingénierie automobile n'ont tout simplement pas de solution. Pourquoi il y a des mystères qui défient même les plus expérimentés. 2 employés de Jean-Paul ont apporté une GoPro et l'ont positionnée sur un trépied, pointant directement vers les mains d'Alice. L'image était projetée sur un grand écran qui affichait normalement des vidéos institutionnelles de l'exposition. Il montrait maintenant un gros plan de ces outils, agrandis, exposés. D'autres employés ont organisé les étudiants sur des gradins improvisés avec des chaises pliantes, créant littéralement un public. C'était devenu un spectacle, un cirque. Et Alice était l'attraction principale. Elle a regardé Jean-Paul avec une expression mêlant choc et supplication silencieuse. « Monsieur Jean-Paul, je préférerais travailler sans public. La mécanique de précision exige de la concentration et, la concentration. » Jean-Paul l'a interrompu avec un sourire condescendant, parlant assez fort pour que tous entendent. « Ma jeune amie, la restauration automobile est une science, pas de la magie. C'est une procédure technique objective.
Si vous savez vraiment ce que vous faites, vous ne devriez avoir aucun problème à travailler ouvertement, de manière transparente, n'est-ce pas? Ou êtes-vous incertaine? Des rires gênés du public d'étudiants. Certains regardaient Alice avec pitié, d'autres avec une curiosité scientifique, comme si elle était une expérience. À ce moment-là, Alice a compris exactement ce qui se passait. Jean-Paul ne voulait pas qu'elle répare la voiture. Il voulait qu'elle échoue publiquement devant des témoins pour renforcer le récit selon lequel cette 205 était vraiment impossible à réparer. Mais elle ne pouvait pas abandonner maintenant, pas devant 50 personnes qui la considéraient déjà comme vouée à l'échec. Alice a respiré profondément, a serré les poings jusqu'à ce que ses ongles marquent ses paumes et a commencé à travailler. Jean-Paul narrait chacun de ses mouvements comme un commentateur sportif. Observez, elle vérifie la compression des cylindres. Intéressant, intéressant. Mais nous savons que cela a déjà été fait 47 fois auparavant. Note intéressante, le moteur 1.0 a un taux de compression de 9.511, une valeur considérée comme élevée pour l'époque. Chaque fois qu'Alice branchait le compressiomètre, Jean-Paul expliquait la procédure au public. Chaque fois qu'elle vérifiait la continuité électrique avec le multimètre, il dissertait sur les systèmes d'allumage. Techniquement, ses explications étaient correctes, mais le ton était celui de quelqu'un qui enseigne sur un cas perdu, un exemple d'impossibilité. C'était une humiliation déguisée en pédagogie. Pendant 2 heures, Alice a travaillé sous les projecteurs, littéralement et métaphoriquement. La sueur coulait sur son front, non seulement à cause de l'effort physique, mais aussi de la pression psychologique de 50 paires d'yeux. Analysant chaque mouvement, elle a testé le système d'allumage complet, vérifié les câbles de bougie, mesuré la résistance de la bobine, la vérification. Tout semblait être fonctionnellement correct, mais lorsqu'elle a tourné la clé de contact, le moteur a tourné, toussé, mais n'a pas démarré. Et nous arrivons au résultat attendu, a annoncé Jean-Paul avec une fausse tristesse. Comme vous pouvez le voir, mes chers étudiants, la théorie n'explique pas toujours la pratique. Ce moteur défie le diagnostic. Remercions l'effort dédié de notre collègue Alice. Des applaudissements polis et pitoyables. Ce genre d'applaudissement qui fait plus mal que le silence. Alice a rangé ses outils, les mains tremblantes, le visage brûlant de honte. En sortant, Jean-Paul l'a rejointe loin des étudiants et lui a de nouveau offert, à voix basse, « Écoute, Alice, sans rancune, tu vois comme c'est difficile. Je te paie 3 500 € maintenant, évite plus de désagréments. Cette voiture ne veut pas être réparée. Accepte ça. » Alice l'a regardé avec des yeux embués qui refusaient de verser des larmes devant lui. « Je reviendrai demain. » Ce fut tout ce qu'elle réussit à dire. Cette nuit-là, seule dans son appartement loué à Reims, Alice a pleuré pour la première fois depuis des années. Ce n'était pas seulement la frustration technique du moteur qui ne fonctionnait pas, c'était l'humiliation d'avoir été transformée en spectacle, en exemple d'échec, en divertissement éducatif. Elle s'est souvenue de son père, Monsieur Marcel, qui avait été mécanicien de camion pendant 30 ans avant qu'un infarctus ne l'emporte à 54 ans, il y a 5 ans. C'est lui qui avait appris à Alice à tenir sa première clé à molette, qui lui avait montré comment un moteur respire, comment la combustion est une danse synchronisée d'air, de carburant et d'étincelles. « Ma petite », lui disait-il avec cet accent du fin fond de la Creuse où il était né, « la mécanique, c'est écouter. Le moteur nous parle, il faut juste apprendre sa langue. » Alice avait appris cette langue les samedis après-midi dans l'atelier de son père, se salissant les mains de graisse, inhalant l'odeur de diesel et d'huile brûlée, sentant la vibration des moteurs Scania et Mercedes sous ses petites paumes. Quand M. Marcel est décédé, elle a juré d'honorer cet héritage, d'être une mécanicienne aussi bonne que lui, de prouver qu'une femme comprenait les moteurs autant que n'importe quel homme. Et maintenant, elle était là, échouant publiquement, ridiculisée, se voyant offrir de l'argent pour abandonner. Mais au fond de cette douleur, quelque chose a commencé à se cristalliser, la colère, la détermination. Alice a essuyé ses larmes,
et a ouvert les schémas électriques de la 205 1.0 qu'elle avait téléchargés. Elle a étudié chaque fil, chaque connexion, chaque composant jusqu'à 3 heures du matin. Si M. Marcel lui avait appris une chose, c'était que l'abandon n'était pas une option quand on savait que la réponse était là, cachée, attendant d'être trouvée. Le lendemain, mardi, Alice est retournée à Mémoire-sur-Roue, mais cette fois elle n'était pas seule. À ses côtés, sortant de la Peugeot 208 blanche de 2010 qu'elle conduisait, se trouvait un homme de 68 ans. Petit, maigre, avec d'énormes mains tachées par des décennies de graisse qu'aucun savon au monde ne parvenait à enlever complètement. Paul Rochefort était une légende parmi les anciens mécaniciens de la région. Alice avait rencontré Paul des années auparavant lors d'une rencontre de voitures classiques à Dijon. Le vieil homme avait travaillé 32 ans chez Autolatina, cette coentreprise entre Ford et Volkswagen, à l'usine de Sochaux, de 1941 jusqu'à sa retraite en 2013. Plus précisément, Paul avait passé 3 décennies sur la chaîne de montage des moteurs qui équipaient les 205, les Clio, les Golf. S'il y avait quelqu'un dans la région qui connaissait ces moteurs depuis leur naissance, c'était lui. Quand Alice a appelé Paul la nuit précédente, en pleurant, racontant l'histoire de la 205, qui ne fonctionnait pas et l'humiliation publique, le vieil homme est resté silencieux pendant de longues secondes. Puis il a dit avec cette voix rauque de celui qui a fumé le continent pendant 40 ans, « Peugeot 205 1.0 ma petite. Ces petites bêtes sont indestructibles. J'en ai aidé à monter environ 15 000 dans ma vie. Si celle-là est arrêtée depuis si longtemps, soit quelqu'un a fait une très grosse erreur, soit il y a une main sale là-dedans. Demain matin, je suis chez toi. » Jean-Paul n'a pas du tout apprécié de voir Paul descendre de la voiture. « Qui est ce monsieur? Je n'ai pas autorisé d'aide. L'accord était que vous travailliez seul. » Paul a marché jusqu'à Jean-Paul avec cette assurance de celui qui en a vu d'autres, qui a passé des décennies dans les usines, à côtoyer toutes sortes de gens. Il s'est arrêté juste devant lui, petit mais imposant, et a parlé d'une voix qui n'admettait pas de discussion. « Je ne suis pas un aide, je suis un consultant. Et si tu veux vraiment que cette voiture soit réparée, arrête tes bêtises et laisse-nous travailler tranquillement, sans caméra, sans public, sans cirque. » Il y avait quelque chose dans la manière de Paul, dans ses yeux clairs qui avaient déjà vu tant de choses, dans ses mains marquées par 3 décennies de travail honnête, qui a fait reculer Jean-Paul. « Très bien, mais les caméras restent. C'est la politique de la maison pour la sécurité. » « Une caméra de sécurité au plafond est une chose, » a répondu Paul. « Une GoPro qui filme la main de la petite pour la projeter sur grand écran en est une autre. Garde ton cirque. » Jean-Paul a accepté, contrarié. Pour la première fois depuis le début de cette histoire, il n'avait pas complètement le contrôle de la situation. Pendant les semaines suivantes, mes amis Alice et Paul ont travaillé sur cette 205 avec une méthodologie chirurgicale. Paul a apporté des outils qu'Alice n'avait jamais vus, des instruments spéciaux d'usine, des multimètres de précision allemands de l'époque d'Autolatina. Ils ont démonté le moteur complètement, vis par vis, rondelle par rondelle. Chaque composant était inspecté, mesuré, testé. Ce contenu a-t-il de la valeur pour vous? Écrivez-nous en commentaire si vous aimez les histoires de mécaniciens. Votre interaction renforce notre chaîne et permet à ces histoires de continuer. Paul enseignait pendant qu'il travaillait, partageant des secrets d'usine que seuls ceux qui avaient monté des milliers de ces moteurs connaissaient. Oh, Alice, ce joint de vilebrequin, les gens pensent toujours qu'il suffit de l'emboîter. Mais il faut y mettre de la graisse de montage, sinon il sèche et perd son étanchéité. Le moteur commence à brûler de l'huile comme un forcené. Ou alors cette vis de poulie, le couple doit être exactement de 110 mm, ni plus ni moins. Trop serré, ça foire le filetage. Pas assez serré, la poulie danse et la courroie casse. C'était un cours particulier d'ingénierie automobile allemande, agrémenté d'une touche d'ingéniosité artisanale française. Alice absorbait chaque mot, chaque geste, chaque secret. Elle sentait comme si l'esprit de son père était là, transmis par ce vieux mécanicien qui sentait le tabac et le café.
Mais au fur et à mesure qu'il travaillait, quelque chose a commencé à déranger Paul. Le troisième jour, il analysait le faisceau électrique du moteur, cet enchevêtrement de fils colorés qui connecte tous les composants électroniques. Il a passé de longues minutes à l'examiner, mesurant la continuité, comparant les sections. Soudain, il a lâché un juron à voix basse. « Qu'est-ce qu'il y a ?» a demandé Alice. Paul a pointé le faisceau. « Ça, ce n'est pas d'origine. Regarde les épissures, ma petite. Regarde le type d'isolation. Ça a été changé. Et regarde comment ça a été changé. C'est du travail manuel. Ce n'est pas un faisceau serti de chaîne de production. » Alice a senti un frisson dans le dos. « Comment ça changer? Le faisceau entier ?»« Entier !» a confirmé Paul, tirant déjà le schéma original de 1989 qu'il avait apporté de ses archives personnelles. C'étaient des photocopies jaunies de manuels techniques d'Autolatina, des documents qu'il gardait depuis des décennies dans des cartons dans sa cave. Il a étendu le schéma à côté du moteur et a commencé à vérifier fil par fil. Et là, mes chers amis, ils ont découvert quelque chose qui a fait bouillir le sang d'Alice et cracher de rage le vieux Paul. Le faisceau électrique avait été modifié exprès. Les fils de la bobine d'allumage étaient inversés. Le capteur de rotation était mal connecté. L'alimentation du module d'allumage avait une polarité inversée. Techniquement, le moteur recevait le signal pour tourner, recevait du carburant, avait de la compression, mais la séquence d'allumage était complètement sabotée, de sorte que jamais, au grand jamais, en aucune circonstance, ce moteur ne fonctionnerait. Ce n'était pas un défaut, pas de l'usure, pas une mauvaise pièce, c'était un sabotage intentionnel, soigneusement planifié, exécuté par quelqu'un qui en connaissait suffisamment en électricité automobile pour faire passer ça pour un problème mystérieux au lieu d'une altération évidente. Paul a regardé Alice avec une expression mêlant colère et déception envers l'humanité. Ça a été fait exprès, ma petite. Quelqu'un ne voulait pas que cette voiture fonctionne un jour. Et je parie ma retraite que ce quelqu'un est tout près de nous. C'est à ce moment-là qu'Alice a compris toute la dimension de la fraude. Jean-Paul Lefebvre n'était pas un propriétaire d'exposition innocent avec une voiture mystérieusement en panne. Il était l'auteur du sabotage. La 205 avait été délibérément maintenue en panne, et chaque mécanicien qui échouait à la réparer ne faisait qu'augmenter la valeur mythique du véhicule, attirant plus de visiteurs, générant plus de profits. Pendant 10 ans, Jean-Paul avait facturé 45 € par entrée pour que les gens voient la voiture, qui avait vaincu les meilleurs mécaniciens de France. En faisant un calcul rapide, avec une moyenne de 2600 visiteurs par an que l'exposition recevait, Jean-Paul avait profité d'environ 890 000 € sur ce mensonge. Chaque échec de chaque mécanicien remplissait ses poches. Chaque histoire de tentative frustrée devenait un marketing gratuit. Et Alice, innocente, avait failli devenir une pièce de plus de ce théâtre cruel. Nous arrivons maintenant au moment crucial de l'histoire, mes chers amis. Alice et Paul étaient là, regardant ce faisceau électrique saboté, et ils devaient prendre une décision. Ils pouvaient aller directement à la police avec les preuves, dénoncer Jean-Paul immédiatement. Mais Paul, avec cette sagesse de celui qui a beaucoup vécu, a suggéré quelque chose de différent. Ma petite, si nous dénonçons maintenant, ce sera notre parole contre la sienne. Jean-Paul dira que c'est nous qui avons altéré le faisceau pour l'incriminer, que nous avons échangé les pièces. Il a de l'argent, un bon avocat, et nous n'avons que notre parole. Paul a allumé une cigarette, a tiré une longue bouffée et a continué. Mais tu sais ce qu'il ne peut pas nier. Si nous réparons la voiture, documentons tout, filmons chaque étape, montrons exactement ce qui n'allait pas et comment ça a été altéré. Alors oui, là, il n'aura aucun moyen d'échapper à la vérité. Alice a compris la stratégie. Il ne suffisait pas de trouver le sabotage. Il devait le défaire et prouver que la voiture fonctionnait parfaitement une fois correctement réparée. Ils avaient besoin de preuves irréfutables. Pendant les 3 semaines suivantes, ils ont travaillé avec la précision de chirurgiens. Paul a apporté de chez lui ses schémas originaux d'Autolatina de 1989. Des feuilles jaunies qui sentaient le moisi, mais qui contenait chaque détail technique du câblage original de la 205 1.0.
Alice a acheté un nouveau faisceau, des câbles électriques aux sections exactes, des bornes d'origine Volkswagen, du ruban isolant thermique allemand de la même spécification d'usine, et ils ont absolument tout documenté. Alice a utilisé son téléphone portable pour filmer chaque étape. Elle a pris des centaines de photos montrant le faisceau saboté, comparé au schéma original. Elle a photographié chaque fil inversé, chaque mauvaise connexion, chaque preuve de l'altération. Paul expliquait chaque détail à la caméra avec cette didactique de celui qui a vécu cela. Oh, ici, sur le schéma original de 89, le fil noir avec une rayure verte va de la borne 3 de la bobine à la borne 2 du module. Mais regarde ici sur le faisceau qui était monté, il est branché sur la borne 4. Cela inverse la polarité et empêche une étincelle adéquate aux bougies. La reconstruction du faisceau a été un travail de fourmi, mes amis. Chaque fil devait être mesuré à la longueur exacte, dénudé à la bonne mesure, serti aux bornes avec un outil spécifique. Paul enseignait à Alice les astuces d'usine. Quand tu sertis une borne, laisse 2 mm de cuivre exposé avant que l'isolation n'entre dans le sertissage. Cela garantit un bon contact électrique et ne tire pas sur le fil. Il y a eu des moments de frustration, bien sûr. Une fois, Alice a fait une erreur dans la séquence de montage et a dû démonter 30 connexions pour corriger une seule. Paul a ri de son rire rauque. « Calme-toi, ma petite. J'ai mis 10 ans à l'usine pour monter un faisceau sans regarder le schéma. Tu apprends en une semaine, tu es en avance. » Jean-Paul apparaissait de temps en temps pour suivre le travail, toujours avec ce sourire condescendant. Il ne croyait clairement pas qu'il réussirait quoi que ce soit. Pour lui, ce n'était qu'une question de temps avant qu'il n'abandonne, comme tous les autres. Une fois, il a commenté « Alice, Alice, cela fait presque un mois. Ne pensez-vous pas qu'il est temps d'accepter l'inévitable? Gardez votre orgueil, acceptez les 4 500 € que je vous offre maintenant et continuez votre vie. » Alice ne l'a même pas regardé. Elle a continué à souder une connexion. C'est Paul qui a répondu sans lever les yeux de son travail. « Jean-Paul, tu sais quelle est la chose intéressante? En 32 ans d'usine, j'ai vu beaucoup de faisceaux monter de travers par accident. L'erreur humaine arrive, n'est-ce pas? Mais tu sais ce que je n'ai jamais vu, un faisceau monté de travers exprès, de manière si spécifique que le moteur ne fonctionne pas. Mais il semble que le problème soit mystérieux. Ça demande des connaissances techniques et une intention. » La couleur a quitté le visage de Jean-Paul. Il a balbutié quelque chose sur le travail qu'il avait à faire et a quitté la pièce rapidement. À ce moment-là, Alice et Paul ont su qu'ils avaient tapé dans le mille. Ils ont installé le faisceau sur le moteur avec un soin révérencieux, comme s'ils effectuaient une transplantation cardiaque. Chaque connecteur devait s'emboîter parfaitement. Chaque clip devait se verrouiller au bon endroit. Alice sentait ses mains trembler, non pas de nervosité cette fois, mais d'attente. Et si ça ne fonctionnait pas? Et s'ils avaient commis une erreur? Paul a posé sa main lourde sur son épaule. « Respire profondément, ma petite. Nous avons tout fait correctement. Maintenant, il n'y a plus qu'à laisser le moteur parler. » Alice a tourné la clé de contact. « Et mes chers amis, vous devez comprendre ce qui s'est passé à ce moment-là. Ce n'était pas seulement un moteur qui fonctionnait. C'était 10 ans de mensonges qui s'effondraient, c'était 47 mécaniciens qui étaient réhabilités, c'était une fausse histoire qui se révélait, c'était une fraude qui était exposée. Le moteur 1, 0 de cette 205 bleue, s'est réveillé avec son rugissement caractéristique. Ce sont inimitables, des moteurs allemands conçus pour durer. Le ralenti s'est stabilisé à 850 tiré par la mine. Parfait, doux, comme s'il avait été éteint hier, et non il y a 10 ans. Il n'y avait aucune vibration, aucune défaillance, aucun mystère. C'était simplement un moteur fonctionnant exactement comme il avait été conçu pour fonctionner en 1989. Alice a senti des larmes couler sur son visage. Ce n'étaient pas des larmes de tristesse, mais de soulagement, de victoire, de preuve. Elle avait réussi, pas seule bien sûr, mais elle avait réussi.
Paul aussi avait les yeux embués, ces yeux de vieil homme qui avait vu beaucoup d'injustice et qui témoignait enfin de la justice. « Appelle Jean-Paul, dit Paul, la voix étranglée par l'émotion. Dis-lui de venir ici d'urgence. » 15 minutes plus tard, Jean-Paul est entré dans la pièce et s'est figé en entendant le rugissement du moteur. La couleur a quitté son visage instantanément, comme s'il avait vu un fantôme. Il a titubé jusqu'à la 205, a posé sa main sur le capot, vibrant doucement avec le moteur en marche, et a balbutié. « C'est impossible, ça ne peut pas fonctionner. »« Mais ça marche !» dit Alice, essuyant ses larmes et se levant. « Et vous savez pourquoi? Parce que nous avons trouvé ce que vous avez fait. » Paul a pris le faisceau électrique saboté qu'ils avaient retiré et l'a posé sur le capot de la 205 à côté du schéma original de 1989. Monsieur Jean-Paul Lefebvre, ceci est le faisceau qui était installé dans la voiture et ceci, il a pointé le schéma, est comment il aurait dû être. Vous voulez nous expliquer pourquoi les fils de la bobine étaient inversés, pourquoi le capteur de rotation était mal connecté, pourquoi l'alimentation du module avait une polarité inversée. Jean-Paul a essayé de parler, mais aucun son n'est sorti. Sa bouche s'ouvrait et se fermait comme un poisson hors de l'eau. Il a regardé le faisceau, le moteur en marche, Alice, Paul, et à ce moment-là, toute sa farce s'est effondrée. C'était un sabotage intentionnel, a poursuivi Paul d'une voix dure. Quelqu'un qui s'y connaît en électricité automobile a altéré ce faisceau exprès pour que le moteur ne fonctionne jamais, et je parie ma retraite que ce quelqu'un, c'est vous. Jean-Paul s'est littéralement assis par terre, ses jambes l'ont lâché, et il s'est effondré là, la tête entre les mains, commençant à trembler. Alice a cru qu'il allait essayer de nier, d'inventer une excuse, de les accuser de mentir, mais non. Ce qui s'est passé a été pire, ou mieux, selon le point de vue. Jean-Paul a commencé à pleurer. Ce n'étaient pas des pleurs de repentance, non. C'étaient encore des pleurs de désespoir, de celui qui voit un empire de mensonges s'écrouler. Il est resté là, par terre, sanglotant, balbutiant des choses incohérentes. Mon entreprise va s'effondrer. Tout ce que j'ai construit, ça ne peut pas, ça ne peut pas. Paul a regardé cet homme en pleurs par terre, sans aucune pitié. Écoute, petit, nous ne sommes pas des dupes et nous ne sommes pas l'autorité. Ceci va à la police, avec expertise technique, avec tout documenté. Mais avant, tu auras la dignité de dire la vérité. Qui était Antoine Dubois? D'où venait cette 205? Et au nom de tout, tu as saboté cette voiture exprès. Il y a eu un long silence, seulement brisé par le doux ronronnement du moteur, fonctionnant parfaitement en arrière-plan. Puis, Jean-Paul a commencé à parler, et la vérité qui est sortie de sa bouche était plus sale que n'importe quelle huile moteur brûlée. La 205, je l'ai achetée en 2013 dans une casse à Vichy. Elle était en ruine, moteur cassé, carrosserie cabossée, documents en retard de 5 ans. Jean-Paul parlait entre les sanglots, regardant le sol. Antoine Dubois n'a jamais existé. Je l'ai inventé, j'ai créé toute l'histoire, j'ai imprimé de fausses plaques, j'ai restauré la carrosserie et l'intérieur, mais j'ai gardé le moteur cassé exprès. Le pourquoi? A demandé Alice, la voix tremblante de colère contenue. Pourquoi faire une chose pareille? Jean-Paul a finalement levé la tête, et ce qu'Alice a vu dans ses yeux était pire que la méchanceté. C'était le désespoir, le besoin, la faiblesse humaine poussée à l'extrême. Parce que je faisais faillite, l'exposition ne rapportait pas d'argent, les autres voitures n'attiraient pas suffisamment de visiteurs. J'avais besoin de quelque chose d'unique, quelque chose que les gens voudraient voir. Et alors j'ai pensé, et si j'avais une voiture avec un mystère, une voiture que personne ne peut réparer, les gens paieraient pour voir ça. La confession a continué à sortir comme du poison, drainé d'une blessure. Jean-Paul a engagé un électricien qui s'y connaissait en électricité automobile pour modifier le faisceau de manière à ce que le moteur ne fonctionne jamais, mais sans rien détruire, juste en inversant stratégiquement les connexions. Il a créé l'histoire de l'animateur radio Antoine Dubois, en recherchant des noms de véritables animateurs des années 80 qui étaient décédés et n'auraient pas de famille pour contester. Il a imprimé des plaques commémoratives avec une typographie ancienne pour paraître authentique.
Il a inventé le kilométrage, les dates, les détails émotionnels. Puis, il a ouvert l'exposition de la voiture irrécupérable et a commencé à faire des profits. Pendant 10 ans, il a facturé 45 € par entrée, a reçu en moyenne 2600 visiteurs par an, a gagné environ 890 000 € sur ce mensonge. Chaque mécanicien qui échouait à réparer la voiture devenait une partie de la légende, un marketing gratuit qui attirait encore plus de curieux. Chaque fois que quelqu'un essayait et n'y parvenait pas, a confessé Jean-Paul d'une voix brisée, je gagnais plus parce que l'histoire devenait plus grande, plus impossible, plus attrayante. J'avais besoin que personne ne la répare, c'était mon gagne-pain. Alice a eu la nausée. Cette humiliation qu'elle avait subie devant les étudiants, cette offre d'argent pour abandonner, tout prenait sens maintenant. Jean-Paul avait besoin qu'elle échoue. Il avait besoin que tous échouent. L'échec des autres était le carburant de son entreprise. Paul a craché par terre de dégoût. « Tu as trompé 26 000 personnes en 10 ans. Tu as humilié 47 mécaniciens professionnels. Tu as construit un empire sur le mensonge et le sabotage. Et tu as même eu le courage de transformer la tentative d'Alice en cirque, en spectacle. Je sais, a gémi Jean-Paul, je sais ce que j'ai fait, mais j'en avais besoin. L'exposition était tout ce que j'avais. Non, a coupé Alice avec une fermeté qui l'a surprise elle-même. Vous n'en aviez pas besoin. Vous avez choisi de mentir, de tromper, d'humilier, et maintenant vous allez en répondre. Alice et Paul ont documenté la confession de Jean-Paul en vidéo avec un téléphone portable. Chaque mot, chaque aveu de culpabilité, chaque détail sordide de la fraude. Puis, ils ont appelé la police judiciaire de Clermont-Ferrand et le procureur de la République. Et mes chers amis, quand les autorités sont arrivées et ont vu ce moteur fonctionner, quand elles ont analysé le faisceau saboté comparé au schéma original, quand elles ont entendu l'enregistrement de la confession, elles ont su immédiatement qu'elles avaient une affaire sérieuse entre les mains. Le commandant Robert Moreau, de la brigade des crimes contre la consommation, a pris l'enquête personnellement. C'était un homme méthodique d'une 50aine d'années qui prenait son travail au sérieux. Il a convoqué un expert judiciaire spécialisé en systèmes électriques automobiles pour faire un rapport technique complet. L'expert, nommé Maître Augustin, a passé 2 jours entiers à analyser le faisceau saboté. Il a pesé chaque fil, testé chaque connexion, comparé avec les spécifications d'usine. Le rapport technique qu'il a produit faisait 23 pages et était dévastateur pour Jean-Paul. Conclusion principale. Les altérations identifiées dans le faisceau électrique du véhicule Peugeot 205 1.0, année 1989, immatriculation XXR, ne sont pas compatibles avec l'usure naturelle, une erreur de montage accidentelle ou une défaillance de composants. Il s'agit, sans équivoque, d'une modification intentionnelle, exécutée par une personne ayant des connaissances techniques des systèmes électriques automobiles, dans le but spécifique d'empêcher le fonctionnement du moteur, tout en préservant l'apparence d'un problème non identifiable par un diagnostic conventionnel. En d'autres termes, un sabotage délibéré et qualifié. L'enquête du parquet est allée encore plus loin. Le procureur Philippe Martin, spécialisé dans la défense du consommateur, a requis tous les registres financiers de l'exposition Mémoire sur roue des 10 dernières années. Ils ont découvert que Jean-Paul avait émis plus de 26 000 billets pendant cette période, pratiquement tous pour des visiteurs venus spécifiquement voir la 205 que personne ne pouvait réparer. Recette brute, 170 000 €, déduisant les coûts opérationnels, un bénéfice net d'environ 890 000 € directement attribuable à cette attraction frauduleuse. Mais il y avait plus. Pendant l'enquête, ils ont découvert quelque chose que ni Alice ni Paul n'avaient imaginé. La 205 n'était pas une voiture sans histoire, comme Jean-Paul l'affirmait. En recherchant le châssis et le moteur dans le système de la préfecture, ils ont trouvé des enregistrements antérieurs. Le véhicule avait appartenu à l'origine à la famille Fournier de Vichy, qui l'avait vendu comme épave en 2013, après un accident qui avait endommagé tout le côté droit.
La voiture avait une histoire réelle. Seulement, elle n'était pas inventée par Jean-Paul. Cette Peugeot 205 bleue avait été la première voiture du regretté Étienne Fournier, un métallurgiste à la retraite qui l'avait achetée neuve en 1990 avec des années d'économie. Étienne avait utilisé cette voiture pendant 23 ans, emmenant ses enfants à l'école, sa femme au marché, faisant de petits voyages en famille. Quand Étienne est décédé en 2012, la famille a gardé la voiture pendant 1 an comme souvenir. Mais après un accident qui avait causé la perte totale du véhicule par l'assurance, ils ont vendu ce qui restait à une casse pour un prix symbolique. La petite fille d'Étienne, prénommée Hélène, 34 ans, professeure de mathématiques à Vichy, a failli s'évanouir lorsque les enquêteurs l'ont contactée. C'était la 205 de mon grand-père, mais comment? Nous l'avons vendue détruite, ne valant rien. Et maintenant vous dites qu'elle est devenue une attraction de musée avec une histoire inventée? Le parquet a offert à la famille Fournier la possibilité de récupérer le véhicule, maintenant entièrement restauré et fonctionnel, par une action en revendication. Hélène a pleuré en voyant les photos de la 205 bleue, impeccable. Le moteur fonctionnait parfaitement. Nous pensions qu'il était devenu une pièce de ferraille, détruit, de savoir qu'il est vivant, qu'il roule. C'est un peu comme si mon grand-père était revenu. Pendant que la procédure pénale contre Jean-Paul avançait, Alice a reçu un appel qui allait tout changer. C'était Monsieur Laurent Vidal, directeur technique du Musée historique de l'automobile de Lyon. Cette institution où elle rêvait de travailler depuis des années. Alice, nous avons suivi par la presse l'affaire de la 205 sabotée que vous et Monsieur Paul avez résolue. J'ai lu le rapport technique, vu les photos de la documentation que vous avez produite. J'ai regardé les vidéos du processus de restauration du faisceau électrique. Sa voix était sérieuse, mais il y avait quelque chose de différent dans le ton. Je dois être honnête. En 15 ans de travail dans la restauration automobile, j'ai rarement vu une documentation aussi méticuleuse et techniquement précise que celle que vous avez produite. C'est un travail de niveau international. Alice tenait le téléphone, la main tremblante. « Merci, Monsieur Laurent, Laissez-moi finir, l'interrompit-il gentiment. Nous avons ici un poste de restauratrice en chef à pourvoir pour diriger une équipe de 6 techniciens. Salaire initial de 2100 € mensuels, mutuelle, prévoyance privée, budget propre pour les projets. Normalement, nous exigeons un processus de sélection en plusieurs étapes, mais après ce que vous avez démontré, nous souhaitons vous en dispenser. Le poste est à vous si vous acceptez. Et il y a plus. Nous aimerions embaucher Monsieur Paul comme consultant spécialisé sur les véhicules Volkswagen et Ford des années 80 et 90. Paiement par projet, sans exclusivité. Alice n'a pas pu se retenir. Elle a pleuré au téléphone, des sanglots de soulagement, de bonheur et de victoire mêlés. Cela faisait 5 ans qu'elle essayait d'entrer dans ce musée, 5 ans à être recalée, 5 ans à rêver. Et maintenant, par le chemin le plus improbable possible, à travers une 205 sabotée et une fraude découverte, elle avait enfin réussi. Paul, quand il l'a appris, a simplement esquissé son sourire rare et a dit « Je le savais depuis le début, ma petite. Tu avais un feu intérieur qui ne s'apprend pas. Il ne te fallait que la bonne opportunité. » La procédure pénale contre Jean-Paul Lefebvre a été relativement rapide selon les normes de la justice française. Avec une confession enregistrée, un rapport d'expertise concluant et des preuves documentaires solides, sa défense avait peu de marge de manœuvre. Jean-Paul a été condamné à 3 ans de prison avec sursis probatoire pour escroquerie aggravée, plus l'obligation de restituer 340 000 € aux victimes, via un fonds administré par le parquet. L'exposition Mémoire sur roue a été définitivement fermée. Les autres véhicules de la collection ont été vendus aux enchères pour payer les dettes et les restitutions. Jean-Paul a perdu tout ce qu'il avait construit, mais pas par une persécution injuste ou la malchance. Il a perdu parce qu'il avait bâti un empire sur le mensonge, parce qu'il avait profité de l'humiliation des autres, parce qu'il avait choisi la fraude au lieu de l'honnêteté. Un samedi après-midi, Hélène Fournier et sa famille sont venus chercher la 205 bleue, qui avait appartenu à son grand-père Étienne.
Alice a tenu à être présente pour la remise. Quand Hélène s'est assise sur le siège conducteur, a posé les mains sur le volant usé, où les mains de son grand-père avaient été pendant 23 ans, et a entendu ce rugissement familier du moteur fonctionner parfaitement, elle a tellement pleuré qu'elle a dû attendre 15 minutes avant de pouvoir conduire. « Merci », a-t-elle dit à Alice, l'embrassant fortement. « Vous n'avez pas seulement réparé la voiture, vous nous avez ramené un morceau de mon grand-père. » Alice a serré cette étreinte, sentant le poids de la responsabilité et la récompense d'un travail bien fait. Elle n'avait pas seulement réparé un moteur, elle avait défait une injustice, exposé un mensonge, restauré la dignité de 47 mécaniciens qui avaient échoué avant elle, et rendu un souvenir précieux à une famille qui pensait l'avoir perdu pour toujours. 2 ans et demi se sont écoulés depuis ce jour où le moteur de la 205 bleue a repris vie, mes chers amis. Et laissez-moi vous raconter comment cette histoire a transformé non seulement la vie d'Alice, mais aussi celle de beaucoup de gens. Alice a pris ses fonctions de restauratrice en chef au musée historique de l'automobile de Lyon et a simplement éclos. Cette jeune femme qui tremblait lors des évaluations pratiques a découvert que lorsqu'elle travaillait avec liberté, avec confiance, avec un but, elle était capable de choses extraordinaires. Sous sa direction, le musée a restauré 23 véhicules historiques français, dont 3 Peugeot 205, de première génération, qui sont devenus des pièces permanentes de l'exposition « Mémoire populaire sur roues, les voitures qui ont fait rouler la France ». Mais cela ne s'est pas arrêté là. Alice a développé sa propre méthodologie de restauration électrique pour véhicules anciens, documentant chaque étape, chaque technique, chaque secret que Paul lui avait partagé. Et vous savez ce qu'elle a fait de ses connaissances? Elle ne les a pas gardées pour elle. Elle a commencé à donner des cours techniques d'électricité automobile classique en partenariat avec le Greta de l'Académie de Reims, formant une nouvelle génération de restaurateurs. 34 élèves sont déjà passés entre ses mains, hommes et femmes, tous apprenant que la restauration automobile est un mélange de science, d'art et de passion. L'équipe d'Alice est passée de 6 à 9 techniciens. 3 d'entre eux sont de jeunes femmes qui, comme elle, il y a des années, rêvaient de travailler avec des voitures classiques, mais faisaient face aux préjugés du marché. Alice a tenu à les encadrer personnellement, transmettant non seulement des connaissances techniques, mais aussi cette détermination que son père, Monsieur Marcel, avait plantée en elle. Paul Rochefort, à 71 ans, a trouvé un nouveau sens à sa vie. En tant que consultant spécialisé du musée, il a travaillé sur des projets de restauration de véhicules Volkswagen et Ford des années 80 et 90, partageant des secrets d'usine qu'il avait gardés pendant des décennies. Mais le meilleur, disait-il, était de voir les yeux des jeunes techniciens briller lorsqu'ils apprenaient quelque chose de nouveau. « Ma petite », lui dit-il un jour, « j'ai passé 32 ans à monter des moteurs, mais ces 3 dernières années à enseigner valent plus que tout le reste. » La 205 bleue, qui fut au centre de la fraude de Jean-Paul, a gagné une place d'honneur au musée, non pas dans la collection de la famille Fournier, qui a gentiment cédé le véhicule en prêt permanent à l'institution. La voiture est exposée à l'entrée principale. Le moteur fonctionne parfaitement lors de démonstrations hebdomadaires avec une plaque qui raconte la véritable histoire. Peugeot 205 1.0, CL 1989, moteur 1.0. Ce véhicule a appartenu à Étienne Fournier, 1943-2012, métallurgiste de Vichy, qui l'a acheté neuf en 1990. Après avoir été vendu comme épave en 2013, il a été frauduleusement saboté et exposé pendant 10 ans comme une voiture irrécupérable. Restauré en 2023 par Alice Garnier et Paul Rochefort, qui ont découvert et dénoncé la fraude. Cette 205 est la preuve que le savoir-faire technique, l'intégrité et la détermination l'emportent sur tout sabotage. Le moteur fonctionne parfaitement tel qu'il a été conçu. Hélène Fournier et sa famille visitent le musée tous les mois, emmenant leurs enfants voir la voiture de leur arrière-grand-père. Les enfants montent sur le siège, touchent le volant, et Hélène raconte des histoires de quand Étienne conduisait cette 205 sur les routes de la région,
emmenant sa famille pour des balades du dimanche. Quant à Jean-Paul Lefebvre, il a purgé sa peine en régime de liberté conditionnelle et travaille aujourd'hui comme assistant administratif dans une entreprise de pièces automobiles à Clermont-Ferrand, gagnant le salaire minimum. Il a perdu tout ce qu'il avait construit, mais peut-être, juste peut-être, a-t-il appris qu'une richesse bâtie sur le mensonge n'a pas de fondement. Un après-midi récent, Alice était au musée, supervisant la restauration d'une Méhari Citroën de 1968, lorsqu'un groupe d'étudiants en génie mécanique est arrivé pour une visite technique. Ils venaient de la même université, l'université Clermont-Auvergne, qui avait été présente ce jour humiliant, 2 ans et demi auparavant, quand Jean-Paul avait transformé sa tentative en numéro de cirque. L'une des étudiantes l'a reconnu. « Vous êtes la mécanicienne de la 205. J'étais là ce jour-là, nous vous avons vu essayer de la réparer et waouh, je ne connaissais même pas l'histoire complète. » Alice a souri sans rancune, sans amertume. « Eh bien alors, venez. Laissez-moi vous montrer ce qui s'est passé après ce jour. » Elle a mené le groupe jusqu'à la 205 bleue, a raconté toute l'histoire, le sabotage, la découverte, la justice, la restauration. Les étudiants écoutaient fascinés, certains les larmes aux yeux. À la fin de la visite, une jeune fille d'une vingtaine d'années, timide, s'est approchée d'Alice. « Je suis en 3e année de génie mécanique, mais je voulais travailler dans la restauration automobile. Seulement, tout le monde dit que ce n'est pas un domaine pour les femmes, que je devrais faire autre chose. » Alice a posé sa main sur l'épaule de la jeune fille et l'a regardée dans les yeux avec une douce fermeté. « Écoute bien ce que je vais te dire. Si tu as la passion pour ça, si tu étudies, si tu te dédies, personne ne peut t'arrêter. Ils essaieront, oui. Ils douteront de toi, ils t'offriront de l'argent pour que tu abandonnes, ils transformeront tes efforts en spectacle. Mais si tu continues, si tu crois en ton talent et que tu travailles dur, non seulement tu y arriveras, mais tu ouvriras la voie à d'autres qui viendront après. » La jeune femme est partie les yeux brillants d'une espérance renouvelée, et Alice, en voyant cela, a compris qu'elle avait accompli quelque chose de plus grand que de réparer un moteur ou de démasquer une fraude. Elle avait prouvé que le respect se gagne avec la compétence, que le mensonge ne résiste pas à la vérité, et qu'une femme avec des outils dans les mains et de la détermination dans le cœur peut changer non seulement des voitures, mais des destins. Si vous avez aimé cette histoire, restez sur cette chaîne, car la prochaine vidéo a été spécialement sélectionnée pour vous et apparaît juste après. J'en profite pour vous souhaiter de très bonnes fêtes de fin d'année, avec beaucoup de paix, de santé et d'espoir. Ce contenu a été réalisé avec beaucoup d'attention, en pensant à ceux qui apprécient des histoires comme celle-ci.